Saviez-vous que vous avez du pouvoir? En tant qu'être humain, nous pouvons aider la nature ou au contraire la détruire. Dans les deux cas, nous subissons les conséquences. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons rencontrer des personnes qui, elles, ont choisi de venir en aide à la nature et de réparer certains dégâts causés par d'autres, afin que nous puissions continuer à profiter de tout ce que notre incroyable planète a à offrir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Eco-Afrique. Je suis Bamba Faye depuis Dakar au Sénégal et voici à présent le sommaire de cette édition. De belles tresses, repenser les extensions pour protéger l'environnement et la santé des clients. Une nouvelle vie pour de vieux gens comme le denain recyclé aide tout à fait les enfants et préserve la nature. Préserver un paradis en nettoyant les majestueuses chutes Victoria et une école de bergers qui ouvre de nouvelles opportunités pour les femmes dans les campagnes italiennes. Mais avant tout, parlons des grenouilles. Vous les trouvez peut-être mignonnes, étranges, voire effrayantes. Mais savez-vous à quel point elles sont essentielles pour l'environnement? Depuis quelques décennies, le changement climatique provoqué par l'homme et la destruction des habitats les mettent en danger. Nous commençons notre voyage au Ghana où des défenseurs de la nature luttent pour éviter l'extinction de ces amphibiens. Ces défenseurs de l'environnement sont à la recherche d'une créature qui échappe généralement au regard. Mais ils sont chanceux aujourd'hui. Oui, on en a trouvé un, super. Voici un tétard de la grenouille glissante d'Atewa. Cette espèce ne vit qu'ici, dans le sud du Ghana, et elle est pratiquement éteinte. La forêt d'Atewa est officiellement une zone protégée. Le gouvernement a renoncé à l'exploitation de la bauxite, mais les mines illégales continuent de polluer les cours d'eau. Les sédiments issus des mines illégales finissent dans les rivières et ça menace l'habitat des grenouilles. On les perd peu à peu, c'est un vrai fléau. C'est notre petite contribution pour préserver et assurer la survie de l'espèce. Avec leur police, les grenouilles glissantes d'Atewa sont rares. On estime qu'il n'en reste que 200 à l'état sauvage. Leur habitat naturel se limite à la forêt d'Atewa, de plus en plus menacée par la pollution, l'empiètement humain et le changement climatique. À environ 250 km de là, au centre de recherche gouvernemental CSIR, l'équipe de l'ONG Herb Conservation Ghana a transporté les précieux têtards dans des glacières. Ils seront élevés en laboratoire, dans des conditions contrôlées, pour tenter de sauver l'espèce. We have about 22 tadpoles. Nous avons 22 têtards dans ces bacs. Nous espérons faire grandir jusqu'à 400 grenouilles glissantes dans les 5 prochaines années et les relâcher dans leur habitat naturel une fois les menaces écartées. Pendant que certains élèvent des grenouilles rares pour les sauver, d'autres les chassent. Nous sommes au bord de la rivière Nabogo, dans l'une des régions les plus pauvres du Ghana, où le chômage atteint près de 40%. Ici, les gens vivaient autrefois de la pêche, mais les stocks ont disparu. Aujourd'hui, ce sont les grenouilles qui nourrissent les familles. Cette espèce n'est pas encore menacée. On chasse les grenouilles parce qu'on n'a pas de travail. On sait bien qu'elles sont de moins en moins nombreuses, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on nourrit nos familles. Je viens ici, je les attrape, je les vends. J'ai 2 enfants et une femme à nourrir.
Herb Conservation Ghana sensibilise les communautés au rôle essentiel des grenouilles dans l'équilibre des écosystèmes. Dans le village d'Avatimekbadzeme, à l'est du pays, les grenouilles étaient autrefois un mets très apprécié. Aujourd'hui, la région a déclaré environ 200 km² comme zone protégée, sans chasse ni agriculture. You know, in the past, all animals that live in our rivers. Avant, on mangeait tous les animaux de nos rivières, les grenouilles, les crabes, tout. Mais quand le projet est arrivé, on a compris qu'on pouvait les protéger pour assurer leur avenir. Alors on a arrêté. Aujourd'hui, la communauté vit de la protection de la forêt. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour découvrir la passerelle suspendue et la rare grenouille glissante du Togo. Cette espèce menacée est génétiquement différente des autres grenouilles et a besoin de rivières propres, au courant rapide pour survivre. Je trouve ça intéressant de les voir. Je savais que les grenouilles étaient importantes pour la biodiversité, mais je ne connaissais pas vraiment leur rôle. Les chercheurs estiment que le génome des grenouilles glissantes a évolué séparément des autres depuis 70 millions d'années. Le programme d'élevage donne un peu d'espoir pour leur survie. On fait de l'élevage en captivité quand les animaux ne peuvent plus se reproduire dans la nature. Ça peut aider à augmenter leur nombre, mais ce n'est pas forcément la solution définitive. Le vrai défi, c'est de les réintroduire dans la nature. Est-ce qu'ils pourront survivre s'ils ne sont pas habitués à cet environnement ? Alors les écologistes continuent de chercher des têtards et de travailler en laboratoire avec l'espoir que les habitats naturels des grenouilles puissent un jour retrouver leur équilibre. La pollution plastique met en péril notre planète et notre santé. Les bouteilles et les sacs à usage unique semblent pratiques, certes, mais cette commodité a un coût tout à fait énorme. Les déchets plastiques mettent des siècles à se dégrader. Ils nuisent en effet à la faune comme aux humains et défigurent complètement nos paysages, surtout dans les lieux d'une beauté exceptionnelle tels que les chutes Victoria au Zimbabwe. Là-bas, des habitants ont décidé qu'il était tout à fait temps d'agir. Les célèbres chutes Victoria, vues du Zimbabwe. Les falaises, l'eau et la végétation composent une merveille de la nature qui s'étend sur plus de 1,7 km. Et voici la ville du même nom, Victoria Falls. Elle est la porte d'entrée vers le site classé au patrimoine mondial de l'humanité, un paysage de sable, de pierre, de métal et un espace encombré de plastique. La ville et le parc national sont reliés par une autoroute de 10 km. C'est la destination d'aujourd'hui pour ces collecteurs de déchets en pleine mission. Le plastique est notre problème numéro 1 en matière de déchets. Pour tous nos nettoyages, je peux affirmer que 70 à 80% des déchets que nous ramassons sont du plastique sous différentes formes. En tant que gardiens de l'une des 7 merveilles naturelles du monde, nous sommes évidemment tenus de veiller à ce qu'elle reste propre et préservée en toutes circonstances. Douglas Musiringofa travaille pour la Société de préservation des chutes Victoria depuis 2022. La petite équipe, composée de 6 employés, mobilise jusqu'à 400 bénévoles qui l'aident à nettoyer les environs du site. Les chutes Victoria attirent chaque année environ 400 000 touristes. En l'absence d'un système de collecte des déchets efficace pour les touristes et les 35 000 habitants de la ville, les ordures finissent souvent dans la nature. Le groupe est donc tout aussi actif dans les villages avoisinants. Dans 10 d'entre eux, notamment ici, à Chidobe, ils ont installé des cages où les habitants peuvent stocker leurs déchets hors d'atteinte de la faune locale.
Il y a plusieurs problèmes. Des animaux consomment du plastique, des habitants brûlent les déchets et polluent l'air, ou ils creusent des fosses pour les enterrer, ce qui fait que les microplastiques s'infiltrent dans les nappes phréatiques, ce qui entraîne une série d'effets néfastes. Nous avons donc décidé d'installer ces cages. Chaque semaine, des bénévoles se rendent dans les 10 villages pour vider les cages. Avec le nettoyage des rues, ils collectent environ 3000 sacs d'ordures par mois, soit 40 tonnes par an. Les habitants ont ainsi pris conscience du problème de la pollution de l'environnement. Si nous pouvons obtenir davantage de ces poubelles en cage dans d'autres communautés environnantes, ce serait idéal. Les gens sont obligés de venir de loin. Nous en avons besoin dans les centres 1, 3, 4 et 5. Pour l'instant, nous n'avons qu'une cage au centre numéro 2. En avoir davantage serait vraiment très utile. Les déchets collectés sont acheminés vers la seule décharge de la ville de Victoria Falls. Avec le soutien de groupes environnementaux et d'entreprises touristiques, la Société pour la préservation des chutes Victoria a construit une clôture électrique alimentée par l'énergie solaire autour de la décharge. Elle empêche les animaux d'y pénétrer, mais des espèces plus petites, comme les babouins, trouvent encore le moyen de s'introduire dans la décharge pour se nourrir. L'industrie touristique locale pèse plusieurs millions d'euros. Les écologistes déplorent l'absence d'un système adéquat d'élimination des déchets dans cette ville touristique. Ils estiment que le conseil municipal devrait redoubler d'efforts. Nous payons nos impôts au gouvernement pour assurer notre sécurité et garantir un environnement sain. Les bénévoles travaillent gratuitement. Ils ne remplacent pas ceux qui sont payés pour faire le travail. Les agences de voyage contribuent aux opérations de nettoyage et ont installé des poubelles. Une entreprise vend des bouteilles en métal qui peuvent être remplies dans les stations d'eau gratuites de la ville. Une aide précieuse car en moyenne, chaque touriste consomme 3 ou 4 bouteilles d'eau par jour. Nous avons décidé de nous attaquer au problème du plastique en étant proactifs. Donc, en donnant la bouteille aux clients, ils n'ont pas besoin de se procurer une bouteille en plastique et nous n'avons pas à la ramasser. Les écologistes travaillent donc à plusieurs niveaux. Ils organisent aussi régulièrement des campagnes de sensibilisation pour encourager les habitants à nettoyer leurs rues. L'idée est donc de sortir et de les informer sur la nécessité de nettoyer notre espace public. Le but, c'est que demain, il n'y ait plus de déchets. Pour les écologistes, le chemin à parcourir est encore long. Mais leurs campagnes permettent de toucher 3000 foyers ainsi que de nombreux touristes pour que les chutes Victoria restent un véritable joyau naturel. C'est tout à fait magnifique et tellement important de les préserver. Passons maintenant à une forme très différente de pollution plastique. Beaucoup d'entre nous aiment changer de coiffure, en passant des cheveux courts aux cheveux longs, des cheveux raides aux cheveux bouclés, des cheveux texturés aux tresses. Les tissages et les extensions offrent des possibilités infinies, mais ils sont souvent fabriqués à partir de fibres plastiques et de nouvelles recherches suggèrent qu'ils pourraient être nocifs pour notre santé. Heureusement, il existe des alternatives. Vos cheveux en disent long sur vous. Style, culture, identité. Et la mode évolue sans cesse. L'industrie des perruques et des extensions capillaires explose. Elle pèse des milliards et continue de croître. Mais parfois, courir après la tendance peut cacher des dangers inattendus. Certaines mèches synthétiques contiennent des produits chimiques qui peuvent irriter le cuir chevelu. Au bout de 3 semaines, parfois un mois, ça commence à démanger. Certaines clientes les enlèvent le jour même, tellement ça gratte. Et les fibres synthétiques peuvent présenter des risques bien plus graves, comme le montre une étude américaine. Consumer Reports, une organisation à but non lucratif qui teste la qualité et la sécurité des produits, a analysé 10 marques populaires de cheveux synthétiques. Résultat, présence de métaux lourds et de composés toxiques. Un danger non seulement pour les adeptes des extensions aux États-Unis, mais aussi en Afrique, où ces mêmes produits sont largement utilisés.
Nous avons trouvé du cadmium dans plusieurs échantillons à faible dose, mais 9 produits sur 10 contenaient du plomb à des concentrations qui nous inquiètent. Consumer Reports a aussi détecté du benzène, une substance cancérigène. Elle est réglementée aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays africains, il n'existe pas de limite claire pour son usage dans les produits capillaires. Et le danger ne s'arrête pas là. Les tresses et extensions sont souvent fabriquées avec des fibres synthétiques à usage unique qui, une fois jetées, polluent pendant des siècles, libérant des toxines et des microplastiques dans les sols, les rivières et les nappes phréatiques. On retrouve ces cheveux en plastique partout, dans les rues, sur les berges. Alors j'ai eu l'idée de créer des mèches biodégradables pour remplacer le plastique. Comme ça, une fois jetées, elles se décomposent et ne nuisent pas à l'environnement. Cette start-up malawite a misé sur un modèle durable basé sur le sisal. Notre matière première, c'est le sisal, disponible localement. Nous prévoyons même de cultiver notre propre sisal pour réduire les coûts et produire nos mèches à partir de nos propres plantations. Le sisal est une fibre naturelle issue des feuilles d'agave. Aujourd'hui, la demande mondiale pour ce matériau robuste et écologique repart à la hausse, surtout dans les industries durables. Traditionnellement, il servait à fabriquer des cordes et des fils, puis des sacs, des tapis et d'autres produits résistants. Mais des cheveux ? Le sisal peut-il vraiment remplacer les fibres synthétiques dans les tresses et les extensions ? Regardez, ça ne s'en mêle même pas, contrairement aux mèches synthétiques. Ce qui me plaît, c'est le côté écologique. La texture, bon, il faut encore l'améliorer. Mais je trouve ça cool. Et puis, une fois retiré, c'est biodégradable. Avec les progrès technologiques, les fibres capillaires en sisal pourraient bien devenir une alternative plus saine pour nous et pour la planète. Partout dans le monde, et en particulier sur le continent africain, les gens vivent de plus en plus dans les villes. Mais il existe aussi une autre tendance, celle des personnes qui préfèrent, elles, une vie à la campagne. Nous nous rendons maintenant en Europe, en Italie précisément, où nous allons rencontrer une femme qui cherchait une vie proche de la nature et qui a également trouvé un nouvel emploi. Au début, ce n'était pas facile pour les bergers d'accepter qu'une femme veuille apprendre ce métier. Il y a 15 ans, Gabriella Michelozzi a changé de vie pour devenir bergère. À l'époque, elle faisait figure de pionnière en Italie. Dans sa vie d'avant, elle travaillait dans un centre d'appel jusqu'à ce qu'elle perde son emploi, non sans lutter. Avec d'autres grévistes, elle a occupé les locaux pendant 6 mois. À la fin, ils vivaient de produits cultivés chez eux, comme le faisaient ses grands-parents. Ce fut un déclic. Ma sœur et moi, on s'est dit, si nos grands-parents pouvaient vivre dignement, avec une ferme et quelques bêtes, alors nous aussi. On devrait pouvoir tirer quelque chose de la terre et de quelques poules. C'est comme ça que notre aventure agricole a commencé. Elle a alors commencé par remettre en état la ferme familiale à 1 heure de route de Florence. Les champs étaient envahis par les herbes, un travail de titan. Ses 5 premières chèvres, Gabriella les a échangées avec un fermier contre quelques bonnes bouteilles de vin. Puis, quand son troupeau a grandi, elle a troqué 40 chèvres contre 20 moutons. Au début cependant, ses collègues masculins n'étaient pas pressés de lui donner des conseils utiles. Ils n'arrivaient pas à croire que je voulais vraiment travailler comme bergère. Je leur ai demandé s'il y avait quelqu'un pour m'apprendre le métier, pour m'aider. Mais personne ne voulait. Il a fallu des années pour que ça change. Et aujourd'hui, tout le monde me connaît comme Gabriella la bergère. Gabriella la pastora. Aujourd'hui, de plus en plus d'Italiennes veulent suivre ses traces. Pour faciliter la relève, une école de bergers a ouvert il y a 3 ans en Toscane. Caterina Blasi vient de s'y inscrire. Elle a été fondée par le Parc national des forêts du Casentino.
Ce que j'aime dans ce métier, c'est de vivre loin de l'agitation qui devient de plus en plus folle. Pouvoir m'asseoir sous un arbre, regarder les moutons ou les chiens et me reconnecter à la nature. J'ai toujours pensé qu'il faut faire ce qu'on aime, sans craindre le jugement des autres. Caterina a 30 ans. Elle a étudié les sciences de la faune et suivi le retour des loups en Europe et leur impact sur les troupeaux. C'est ainsi qu'elle a découvert la vie de berger et qu'elle en est tombée amoureuse. Actuellement, 6 femmes et 2 hommes se forment ici. Dans les mois à venir, ils étudieront la biologie, la gestion des pâturages, l'élevage et la gestion agricole. Les élèves bénéficient du soutien de la présidente du parc national, Claudia Mazzoli. Vous vous engagez sur une voie qui compte beaucoup pour nous. Être berger, c'est protéger notre paysage, notre habitat, qui est menacé de disparaître. Elle insiste aussi sur l'importance vitale de créer ici des emplois pour les jeunes. Le renouvellement des générations est crucial car les villages de montagne des Apennins se vident et la population vieillit. Cela nous inquiète pour l'avenir. Au programme d'aujourd'hui à l'école des bergers, la fabrication de fromage. Voici du lait de brebis frais auquel nous avons ajouté des ferments. Pour ce type de fromage, il faut une petite pièce à température constante autour de 20 degrés, car le lait repose ici. Il caille, tout comme le fromage fraîchement fabriqué. L'école veille à ce que ses diplômés acquièrent les compétences nécessaires pour vivre de leur passion. Gabriella, la bergère expérimentée, a un conseil pour les nouveaux venus. Si vous êtes prêt à aimer la terre et les animaux et que vous ne voyez pas cette vie comme un sacrifice mais comme une chance d'être heureux, alors ce métier est fait pour vous. Gabriella aura bientôt plein de jeunes bergers et bergères à ses côtés. Contrairement aux hommes qui l'ont ignorée à ses débuts, elle est ravie de leur transmettre son savoir. Retour en Afrique, au Nigeria, où un enseignant a une idée simple mais qui change tout. Et en plus, elle redonne confiance aux enfants. C'est la rubrique à toi de jouer cette semaine. Ces jeans ont littéralement été usés jusqu'à la corde. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont bons à jeter. Ils sont triés avec soin avant d'être transformés en quelque chose d'utile pour des enfants issus de communautés défavorisées, des cartables scolaires. J'étais membre du programme Teach for Nigeria et j'ai été envoyé enseigner dans une communauté défavorisée. Certains élèves de ma classe venaient à l'école avec des sacs plastiques alors que les autres avaient des cartables normaux. Ils étaient souvent méprisés. Cela pouvait affecter leur morale. Alors, pour réduire ce fossé entre ceux qui ont un cartable et ceux qui n'ont aucun soutien, ce projet est né. Le tissu dénime des jeans est solide. Et comme il est généralement en coton, il se teint facilement. Chaque cartable reçoit une touche de couleur grâce à la technique du batik. Il est ensuite suspendu pour sécher. Enfin, les sacs sont assemblés par des mains expertes. Chaque cartable fourni par l'ONG d'Emmanuel Kilasso est unique, durable et respectueux de l'environnement, contrairement aux sacs en plastique. Les sacs qu'ils apportaient à l'école n'étaient pas adaptés. Ici, c'est une zone rurale où les parents n'ont pas les moyens d'acheter des cartables. Certains venaient avec des paniers. Quand ils apportaient de la nourriture, tout était mis au même endroit. L'eau abîmait les cahiers, l'huile aussi. Avec cette initiative, ils ont maintenant un cartable et peuvent venir à l'école avec le sourire. Les nouveaux cartables gardent les livres propres et secs et ils ont redonné le goût d'apprendre aux enfants.
Aujourd'hui, nous avons pu distribuer 28 cartables. Sur l'année, nous voulons faire beaucoup plus. Notre objectif se situe entre 500 et 1 millier. Une idée si simple, mais qui fait toute la différence. Vous aussi, vous pouvez apporter des changements dans votre communauté et votre environnement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition d'EcoAfrique. Nous espérons que ces initiatives vont vous inspirer à agir pour la planète. Partagez vos idées avec nous en écrivant à eco@dw.com. Merci de nous avoir suivis. Je suis Bamba Faye de Dakar au Sénégal. Je vous dis au revoir et nous espérons d'ailleurs vous retrouver pour le prochain épisode d'EcoAfrique.